je suis très heureuse d'ouvrir cette 11e rencontre du genre dans le cadre d'une journée de prévention et de lutte contre la LGBT-phobie menée conjointement avec les associations partenaires, notamment la compagnie Isabelle Starkey et son parapluie contre l'homophobie, que je vous invite à aller expérimenter après, le collectif Éducation contre les LGBT-phobies en milieu scolaire, la MDE de notre université et l'association étudiante Interassos. J'en profite pour remercier vivement Fanny Souchet et Virginie Jegou qui sont à l'initiative de ce projet et Jean Tessier d'Interassos qui a œuvré auprès des étudiants et des étudiantes pour que cette rencontre soit une réussite. Je remercie enfin notre conférencière Gabrielle Richard pour avoir accepté mon invitation et nous présenter aujourd'hui ses travaux dans un domaine qui reste à investir au sein de l'université en France, celui des études gays et lesbiennes. Pour vous donner une idée de la place marginale qu'occupent les recherches sur les sexualités gays et lesbiennes dans le panorama universitaire français, je peux vous indiquer qu'entre 1970 et 2006, seule une centaine de thèses traitant des questions LGBT ont été soutenues. Et pour vous donner un élément de comparaison, en sciences humaines, sur une année, par exemple en 2014, 2800 thèses ont été soutenues. La France est en effet aujourd'hui très en retard en ce qui concerne les études gays et lesbiennes, mis à part dans quelques domaines très précis, comme les recherches en lettres. Et il existe, comme le notait déjà en 2001 l'historienne Michèle Perrault, un décalage entre la visibilité publique des questions attenantes à l'homosexualité et aux droits des homosexuels, Pax, mariage gay, homoparentalité, et leur reconnaissance universitaire et scientifique. S'il revient aux différents laboratoires de notre université de réfléchir à la manière dont ils peuvent travailler sur les angles morts de chaque discipline qui fonctionne de manière hétérocentrée, selon la formule de Florian Voros, sociologue des médias à l'université de Lille 3, il revient à la mission parité-égalité de l'UVSQ de réfléchir à la manière dont notre université doit garantir d'être un lieu bienveillant pour les étudiants et les étudiantes LGBTQI. Une enquête actuellement en cours en Île-de-France va nous permettre de mieux cerner les conditions de vie et d'études des étudiants LGBTQI. Il s'agit de l'enquête BELL qui a débuté fin septembre et a été lancée à l'initiative du collectif des associations étudiantes LGBT et d'Île-de-France avec le soutien du Centre régional d'information et de prévention du sida et la ville de Paris. Cette enquête a été relayée par le service de la communication de l'UVSQ et j'encourage le plus grand nombre de ceux et celles d'entre vous qui sont concernés à y participer. En attendant les résultats de cette enquête, d'autres statistiques sont disponibles, notamment sur le site d'Oser en parler, et elles montrent à quel point il est urgent de se saisir d'une question qui concerne 10% de notre population. Les chiffres fournis par Oser en parler sont édifiants, à la fois parce qu'ils renvoient au reste de la population une triste image dans le miroir. Et donc je vais commencer par ces chiffres qui ne peuvent que nous faire rougir. Selon l'étude réalisée par Oser en parler, 41% des Français et des Françaises sont choqués quand un couple homosexuel s'embrasse dans la rue. Cela suffit presque à expliquer pourquoi 80% des jeunes homosexuels mènent une double vie et n'assument pas leur sexualité. Pourquoi également, dans l'adolescence, selon cette fois une enquête réalisée en ligne par le site Cité Gay, la perception de leur homosexualité a poussé 16% des jeunes homosexuels à envisager le suicide et a été une source de souffrance pour 54% d'entre eux et elles. Nous avons collectivement une part de responsabilité dans le mal-être et le bien-être des jeunes LGBTQI et cette responsabilité passe en premier lieu par un strict respect de la loi. Depuis le début des années 2000, plusieurs lois protègent les personnes homosexuelles. La loi de modernisation sociale, votée en 2002, interdit officiellement toute discrimination à l'embauche et dans le monde du travail basée sur le rejet des homosexuels. La loi du 18 mars 2003 introduit l'homophobie dans le code pénal comme circonstance aggravante d'un crime ou d'un délit.
Enfin, la loi du 30 décembre 2004 pénalise les propos liés au sexe ou à l'orientation sexuelle de la personne. En cas de discrimination, les sanctions encourues peuvent atteindre 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les peines maximales pour injures homophobes sont de 6 mois de prison et de 22 500 € d'amende. L'UVSQ a tenu à inscrire l'esprit de ces lois dans le dispositif de lutte et de prévention contre les harcèlements discriminatoires. Et j'en profite pour vous rappeler ici l'adresse d'alerte stopetu pour étudiants @uvsq.fr que vous pouvez contacter en cas de problème. Cette adresse est celle de la cellule de veille qui regroupe le médecin du SUMPS, l'assistante sociale et l'AVP Parité Égalité. Notre objectif à tous et à toutes est de construire non pas une culture de la tolérance, mais une culture de la bienveillance. Lors de la dernière rencontre du genre consacrée au marketing genré, un étudiant m'a interrogé sur la pertinence d'un positionnement institutionnel sur ce qui relève de convictions personnelles qui touchent à l'intime, que ce soit l'égalité des sexes ou l'égalité des sexualités. Il y a en effet une forme d'ingérence à vouloir bousculer les mentalités pour renverser la hiérarchie des sexes et des sexualités, mais elle me semble entre autres légitimée par ce discours de la tolérance qui lui-même présuppose la hiérarchie. Si je prends par exemple la définition que donne le dictionnaire Trésor de la langue française de la tolérance, elle se définit comme, je cite, « le fait de tolérer quelque chose, d'admettre avec une certaine passivité, avec condescendance parfois, ce que l'on aurait le pouvoir d'interdire, le droit d'empêcher ». Il me semble donc que le défi pour nous aujourd'hui est de parvenir à nous détacher définitivement de cette posture rhétorique paternaliste et suffisante pour adopter une posture éthique qui renverse le regard de l'objet au sujet et nous invite individuellement et collectivement à faire preuve de la volonté de viser le bien et le bonheur d'autrui. C'est cette culture de la bienveillance que nous devons construire ensemble en garantissant l'écoute à toutes les personnes victimes d'LGBT-phobie dans nos murs et hors de nos murs, et en construisant un réseau de soutien efficace entre la MDE, les associations de lutte contre les infractions à caractère homophobe ou transphobe et les associations étudiantes. Cette culture de la bienveillance passe également par une visibilité accrue dans nos programmes, dans nos prescriptions de lecture, dans nos recommandations de sujets de master ou de thèse, comme va, je l'imagine, nous expliquer Gabrielle Richard au sujet des jeunes LGBTQI et non-binaires et de leur manque d'inclusion dans l'école républicaine. Gabrielle Richard est sociologue du genre et chercheur associé au laboratoire LIRTES de l'Université de Paris-Est Créteil et à la chaire de recherche sur l'homophobie de l'Université du Québec. Par le biais de ses terrains québécois et français, elle étudie depuis 2006 les normes liées au genre, à l'expression du genre et à l'orientation sexuelle en milieu scolaire. Je lui laisse donc la parole pour qu'elle nous éclaire non seulement sur la situation actuelle en France, mais également sur ce qui pourrait être mis en place sur le modèle québécois. Ravie d'être parmi vous pour vous présenter un peu les résultats de recherches assez récentes que j'ai menées et qui sont en cours d'analyse sur la situation relative aux expériences scolaires des jeunes LGBTQI, des jeunes non-binaires en France. Donc, à certains égards, vous allez avoir peut-être des primeurs aujourd'hui parce qu'il y a des données que j'ai analysées spécifiquement pour l'occasion et qui, je pense, vont dresser un portrait assez clair et pas toujours positif de la situation de ces élèves et étudiants en France, mais également dans d'autres pays. Donc, je ne me présenterai pas, Armelle l'a très bien fait. Donc, l'objectif, au sens où je l'entends ce midi, l'objectif de la conférence, c'est donc de vous démontrer avec des statistiques, avec des exemples tirés de recherche. Donc, on va évoquer des témoignages, on va vous présenter des statistiques, des pourcentages, etc. Et tout ça dans l'optique de mieux comprendre en quoi et comment et par quel mécanisme l'école républicaine dessert et contribue à exclure de ses rangs
les élèves qui la fréquentent, évidemment, ou qui l'ont fréquentée et qui s'identifient comme gays, lesbiennes, bisexuels, trans, intersexes, queer, etc. Je ne sais pas à quel point vous êtes tous et toutes familières avec un certain langage qui est le langage des études LGBT, des études gays, lesbiennes, etc. Donc, petit rappel pour certains, petite information pour d'autres. Vous allez probablement beaucoup m'entendre parler par acronyme. Donc, je vais beaucoup utiliser, je l'ai déjà fait, Armelle l'a fait, donc les lettres. Donc, quand on parle de LGB, on réfère à la question de l'orientation sexuelle. Donc, on parle de lesbiennes, gays, bisexuels notamment. Il y a évidemment d'autres orientations sexuelles que je n'évoquerai pas nécessairement dans le cadre de cette communication. Quand on parle de T, donc on va parler des personnes trans. J'utilise le terme cisgenre qu'on utilise beaucoup moins, mais pour référer aux personnes qui ne sont pas trans. Donc, c'est un terme qui est moins visibilisé, mais qui mérite d'être mentionné pour les personnes qui ne sont pas concernées par la question trans. Le Q réfère, selon les études, soit à queer, qui est le cas dans cette présentation. Donc, queer est une identité relativement politisée. Je n'irai pas dans le détail de tout ça, mais pour se comprendre aujourd'hui, je vous propose cette définition. Donc, une personne queer, une personne qui rejette les catégories homme-femme, homo-hétéro, la question des représentations binaires. Dans certaines études, le Q réfère également aux personnes qui sont en questionnement, donc qui questionnent, qui sont en exploration sur le plan de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Vous voyez qu'on a beaucoup de matériel. Le I réfère aux personnes qui sont intersexes. Encore une fois, on peut en dire beaucoup de choses, mais définition très simple pour se comprendre ce midi. Personne née avec des caractéristiques physiques ou biologiques qui ne sont pas strictement mâles ou femelles. Et finalement, personnes non binaires. On va parler de... Donc, quand je vais évoquer, je vais vous parler d'étudiants, des témoignages d'étudiants, etc. Non binaires, ce sont des personnes qui s'identifient, dont le genre n'est ni clairement et uniquement féminin, ni clairement et uniquement masculin. Soit va cumuler ces différentes catégories, ou soit des gens qui vont s'inscrire en contradiction avec, encore une fois, cette binarité de genre. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si au cours de la présentation, vous en venez à être confus par ces termes qui ne sont pas, encore une fois, je le précise, connus et maîtrisés par tous et qui connaissent une visibilité tranquillement accrue. Ce que je vous présente est donc, je vous disais, c'est des résultats tout nouveaux, tout chauds. Premièrement, des résultats qui sont tirés d'une consultation mondiale sur l'éducation inclusive et l'accès à la santé des jeunes LGBTI. Consultation mondiale qui a eu lieu, donc on parle de mai, juin, juillet dernier, donc tout récent, que j'ai réalisé avec le MAG Jeunes LGBT, une association qui intervient en milieu scolaire que vous connaissez peut-être ou que je vous invite à découvrir, avec le soutien de l'UNESCO. Et cette consultation mondiale-là visait à aller comprendre à l'échelle internationale quels sont ou quel regard les jeunes LGBTI portent sur leur vécu en matière de scolarité et d'accès aux soins de santé. Donc, j'en ai tiré pour l'occasion certaines statistiques qui concernent uniquement nos répondants français. Donc, je vous disais, je ne sais pas si je l'ai spécifié, mais on en rejoint 22 000 répondants au total. Et 2 000 de ces 22 000-là sont des répondants qui sont actuellement ou qui ont été jusqu'à récemment scolarisés en France. Donc, ce qu'ils et elles nous disent est assez évocateur par rapport à donc leurs expériences actuelles ou récentes sur ces questions-là. Je vais également évoquer des données qui sont qualitatives, qui sont tirées d'une enquête que j'ai également menée donc, cette année, encore une fois tout à fait récent, sur l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, mais telle que vécue, telle que rapportée par les jeunes LGBTI de manière générale. Donc, on sait que, on y reviendra par la suite, mais on sait que en termes de prescription de la part du ministère de l'Éducation nationale, les milieux scolaires, essentiellement collèges et lycées, mais pas uniquement, doivent s'en tenir à minimalement 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité. On verra que ce n'est pas, dans les faits, quelque chose qui se concrétise toujours. Et lorsque ça se concrétise, bien, on peut être surpris de à quel point ces séances-là évacuent les questions relatives à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, etc. Donc, tout ça pour dire que c'est un peu sur ces données-là que je me base, donc des données qui sont
très récente et française. Mais comme Armelle l'a spécifié, une bonne partie de mes recherches précédentes ont porté sur le Québec et le terrain québécois. Donc, il se peut, et pas il se peut, je vais évoquer ici et là certaines citations tirées de recherches québécoises dans des contextes où je pense que ça peut apporter un éclairage différent sur certains aspects. Donc, voilà pour des précisions d'ordre un peu méthodologique. J'aime, en sociologie de l'éducation, on se représente souvent la question des expériences scolaires des jeunes. Hein, ça veut un peu tout et rien dire. Et je l'aime bien me les représenter sous forme de triangle, à savoir que le vécu scolaire des jeunes, peu importe à quel niveau de scolarité ces jeunes-là se situent, peut être appréhendé par l'un des 3 angles suivants. Hein, c'est-à-dire, et les grandes enquêtes le font, vous le verrez assez rapidement. Donc, on peut les appréhender par l'angle du climat scolaire, qui, de manière générale, évoque, mais pas uniquement, mais le sentiment d'aise dans son établissement, les violences dont on peut être ou non victime et ou témoin, le sentiment d'appartenance à l'école, etc. Donc, les grandes enquêtes vont documenter justement à quel point certains établissements sont ou non hostiles à certains groupes d'élèves. Donc, il y a la question du climat scolaire. Il y a la question en bas à droite du curriculum scolaire ou des contenus scolaires, ou en d'autres termes, des représentations. À quel point, si c'est le cas, et on verra que c'est loin d'être le cas, mais à quel point les contenus scolaires auxquels sont exposés les élèves, qu'il s'agisse de contenus formels, donc de programmes, de prescriptions, de manuels scolaires, ou de contenus scolaires un peu informels en termes de discussions un peu informelles dans la salle de classe, etc. Mais comment ces contenus-là vont ou non engendrer ou donner naissance à des représentations? Et encore une fois, ces représentations-là, sont-elles positives, sont-elles neutres, sont-elles négatives de nos jeunes LGBTQI? Et finalement, il y a la question des relations avec les adultes. Alors que les relations avec les pairs étaient beaucoup appréhendées par l'entrée du climat scolaire, bien, les relations avec les adultes, essentiellement les professeurs, mais je remarque qu'en milieu français, les jeunes, notamment de collège et lycée, vont beaucoup évoquer les surveillants et les CPE en termes de relations de proximité également. Donc, en quoi ces relations-là peuvent venir teinter le vécu scolaire, le sentiment d'aise, etc. Donc, évidemment, ce sont de par le triangle, 3 angles qui sont constamment en interaction et qui sont donc des portes d'entrée par lesquelles on peut accéder aux expériences scolaires des jeunes, et dans ce contexte-ci, des jeunes LGBTQI et non-binaires. C'est ce que je vous propose de faire donc ce midi. Si on essaie d'entrer par l'angle du climat scolaire, et encore une fois, je le rappelle, je me situe dans un contexte très français. Hein? Donc, si je veux savoir un peu ce que les jeunes LGBTQI non-binaires me disent ou ce qu'ils et elles vivent en termes de violence, s'il y a lieu, ou en termes de sentiment d'aise dans leur établissement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que les recherches nous en disent? Alors, je pensais procéder sous forme de constat. Constat numéro 1. Les expériences scolaires des jeunes LGBTQI non-binaires sont teintées de violences physiques, verbales, sexuelles et symboliques. Bon, vous allez voir que c'est un constat parmi d'autres qui est un constat négatif. Donc, le portrait que je dresse ce midi n'est pas un portrait par trop positif de la situation, par défaut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas bien des choses positives ou des aspects de résilience qui sont à nommer et qu'on pourra évoquer par la suite dans la discussion, si vous avez des questions, etc. Mais donc, je vous préviens que c'est dans malheureusement, dans cette lignée-là qu'on s'inscrit pour cette conférence. Donc, les expériences de violence. J'ai demandé, les couleurs ne sont pas très claires, je vous explique en cas de besoin, mais j'ai demandé dans le cadre de l'enquête menée avec le soutien de l'UNESCO, on a posé à nos 2000 répondants français « As-tu déjà été ridiculisé, taquiné, insulté ou menacé à l'école parce que tu es LGBTI? » Donc, on demandait aux jeunes de faire le lien entre, ici, les épisodes de violence essentiellement verbales et le fait qu'ils s'identifient, publiquement ou non, comme LGBTI. Et là, on a une majorité, donc c'est-à-dire 52,17 % des jeunes qui répondent de façon affirmative à cette question-là, qui vont dire « Oui, moi, j'ai déjà vécu au moins une fois des épisodes de violence qui me ciblaient
en raison de mon orientation sexuelle, mon identité de genre, la manière dont je me présente à autrui, mon statut intersexe, etc., etc. Si on leur demande cette fois, as-tu déjà été agressé physiquement à l'école parce que tu es LGBTI? On arrive autour de 10 %. Ici, 10,66 % des jeunes Français qu'on a sondés dans le cadre de l'enquête. Je ne l'ai pas spécifié, mais on parle de personnes entre 14 et 25 ans. Donc, dans le cadre de l'enquête, répondent par l'affirmatif à la question, donc, as-tu vécu des violences physiques à l'école parce que tu es LGBTI? Ce sont, je ne pense pas trop m'avancer en vous le disant, mais ce sont des statistiques qui ne distinguent pas nécessairement la France d'autres pays. Donc, de manière générale, on retrouve souvent autour de 40 % pour la question des violences verbales, autour de 10 % pour la question des violences physiques, et je ne l'ai pas spécifié, mais autour de 4 % pour la question des violences sexuelles. On parle toujours de violences qui ont lieu dans un cadre scolaire, donc entre les quatre murs de l'établissement, où les jeunes devraient être en sécurité, etc., etc. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que ces expériences-là, qui sont des expériences de violence et d'hostilité, ont un impact véritable sur à la fois la réussite scolaire de ces jeunes-là et leur santé mentale. C'est-à-dire, d'une part, la question de la réussite scolaire, bien, le sentiment d'être bien à l'école, l'absentéisme, évidemment, est fortement influencé par ça, la capacité de concentration en classe, etc., etc., et qui ont tous, évidemment, des impacts sur la réussite. C'est-à-dire, si je m'absente de plus en plus de mes cours, si j'ai du mal à écouter ce que le prof dit dans ma classe, etc., etc., ça va définitivement avoir des impacts à la fois sur ma réussite scolaire et sur ma persévérance scolaire, sur mon désir de poursuivre au-delà mes études, au-delà de mon niveau actuel. Et la question de la santé mentale aussi, je pense que j'ai mis des citations à cet effet qui vont venir par la suite. Si on revient à l'enquête UNESCO, on a demandé « Envisages-tu, si tu es maintenant en cours de scolarisation, ou as-tu envisagé, lorsque tu étais récemment en cours de scolarisation, quitter l'école parce que tu es LGBTI? » 13,12 % ont répondu par l'affirmatif. Donc, encore une fois, la question du lien qui est fait, qui n'est peut-être pas un lien de causalité très, très clair dans ce contexte-ci, mais par l'intermédiaire de la question de l'expérience scolaire, du climat scolaire hostile, on peut comprendre que plus de 1 sur 10, plus de 1 jeune LGBTQI non-binaire sur 10 considère que que l'école, l'établissement n'est pas un environnement qui est bienveillant à leur égard. Encore une fois, des chiffres qui sont, à mon sens, choquants. On parlait de santé mentale tout à l'heure. Une citation ici d'une enquête menée au Québec, mais qui aurait, à toute fin utile, pu être prise en France. Un élève gay de 24 ans qui nous racontait dans le cadre d'un entretien, donc c'est un élève qui a vécu beaucoup d'homophobie dans sa scolarité, il disait « Je me sentais sur mes gardes, menacé, en perpétuelle confrontation. Je devais cacher qui j'étais constamment, j'étais extrêmement nerveux. » Donc, dans cette citation-là, bien qu'elle soit courte, on voit très bien l'idée du sentiment de qui-vive qui s'installe chez des jeunes, de manière générale, qui sont victimes de violences, mais de manière spécifique, qui sont victimes de violences à caractère homophobe, à caractère transphobe, etc., pour des raisons qu'on va développer par la suite. Un élève de 19 ans qui a décroché de l'école et qui nous a rencontrés après avoir décroché de l'école pour nous parler des raisons qui l'ont poussé à lâcher l'école et qui nous disait « J'ai trop vécu de violence, je n'étais plus rien, je ne m'aimais plus. À force de te faire dire « Tu es con, tu es laid, je vais te tuer, tu ne t'aimes plus », tu finis par croire qu'ils ont raison. C'est grave, ta vie n'a plus aucun sens. Ça m'est souvent arrivé de me coucher le soir sans avoir envie de me réveiller le lendemain matin. » Donc évidemment, encore une fois, ce ne sont pas nécessairement, malheureusement, des citations qui sont choquantes si on comprend l'ampleur, la fréquence des épisodes et l'intensité des épisodes de violence qui ciblent plusieurs de nos élèves LGBTQI et non-binaires à l'école. Constat numéro 3, je pense que c'est toujours important de le spécifier. Quand on parle de climat scolaire et d'homophobie et ou de transphobie, on va souvent, et ce n'est pas à tort non plus, mais se représenter nos jeunes LGBTQI comme étant victimes.
et à bien des égards, ils et elles le sont, à des proportions plus élevées que les autres élèves. Par contre, c'est important de spécifier que un climat scolaire homophobe ou transphobe, bien, les autres élèves aussi vont en pâtir. C'est-à-dire nos élèves qui se situent de façon normative sur le plan de l'orientation sexuelle, donc nos élèves hétérosexuels, nos élèves cisgenres, etc., vont également pâtir de ce climat scolaire-là. Pourquoi? C'est important de comprendre que l'homophobie, la transphobie d'une part, et le sexisme de l'autre fonctionnent main dans la main. Hein, ce sont deux... J'aurais aimé avoir une belle métaphore pour illustrer la chose, mais fonctionnent de façon très, très intrinsèquement reliée. Hein? Et dans un environnement scolaire, et c'est constamment documenté par les études, dans un environnement scolaire où on remarque beaucoup d'épisodes d'homophobie, c'est également dans ce même genre d'environnement scolaire qu'on va recenser beaucoup d'épisodes de sexisme, où on va plus entendre des termes comme pute, etc., pour désigner des filles. Pourquoi? Parce que ce sont des environnements scolaires où les attentes de genre sont très, très fortes et ciblent de façon particulière les élèves. OK? Et ces élèves-là, évidemment, ce n'est pas parce qu'on s'identifie comme hétérosexuel qu'on n'est pas ciblé par des rôles de genre très, très stricts, très, très normatifs, etc. Je n'ai pas de graphique à cet égard, mais une statistique très intéressante qu'on a mis de l'avant dans une recherche au Québec sur le climat scolaire. En fait, on a été rejoindre 3000 élèves de lycée, l'équivalent ici de lycée et baccalauréat. Et tous les élèves, c'est-à-dire de toute orientation sexuelle confondue, incluant les élèves en questionnement et des élèves hétérosexuels. Donc, tous les élèves des classes répondaient au questionnaire et le questionnaire était sur le climat scolaire lié à l'homophobie. Et ce qu'on a remarqué en analysant les résultats, c'était que 32, si je ne me trompe pas, 32,45 de tous nos répondants, sans égard à leur orientation sexuelle, rapportaient avoir vécu de l'homophobie. Et la question était formulée, as-tu déjà vécu un des épisodes suivants? Et puis là, on énumérait des types d'épisodes de violence. Parce que tu es, ou parce qu'on pense que tu es, gay, lesbienne ou bisexuel. Et la question qui est intéressante ici, c'est la présomption d'homosexualité. Hein? Parce qu'évidemment, la question de l'orientation sexuelle, par exemple, moi, à part si je vous annonce mon orientation sexuelle, vous ne pouvez que présumer, en fonction de comment je me présente, comment je bouge, mes loisirs, etc., etc. Donc, on ne peut que présumer à bien des égards, à moins qu'il y ait coming out, on ne peut que présumer l'orientation sexuelle des gens. Donc, à bien des égards, ce qui est pénalisé en milieu scolaire, ce n'est pas tant l'homosexualité des gens, ou l'identité trans ou autre chose, mais c'est bien la non-conformité sur le plan des stéréotypes de genre. Donc, des gens qui se comportent de façon socialement non adéquate, et remarquez mes gros guillemets, mais socialement considérés comme non adéquates sur le plan des normes de genre. Donc, c'est une petite parenthèse pour spécifier que ce n'est pas uniquement une question qui concerne un élève sur 10 ou moins ou plus, c'est vraiment une question qui concerne la totalité du climat scolaire et la totalité de la population étudiante et même professorale, etc. Si on change d'angle et si on s'intéresse cette fois-ci à la question des contenus scolaires, du curriculum scolaire et des représentations, qu'est-ce qu'on peut en dire? Constat 4, les jeunes LGBTQI et non-binaires voient rarement ou voire jamais leur réalité représentée dans les contenus scolaires. Je remarque quand je fais des présentations comme ça, c'est souvent là que je perds plusieurs membres du public qui ne sont pas directement concernés par ces enjeux-là et qui vont se dire, qui des fois vont me dire, oui, mais moi je suis hétérosexuel, moi je suis cisgenre, et puis on ne parle pas non plus du fait qu'il y a l'hétérosexualité qui existe, ou on ne parle pas des personnes cisgenres non plus à l'école, donc ce n'est pas un traitement spécifique discriminatoire envers les jeunes LGBT, etc. Et la réponse à ça, évidemment, c'est que, et c'est peut-être difficile à faire voir aux gens, mais c'est que, évidemment, l'hétérosexualité et l'identité cisgenre constituent la norme. Et en ce qu'elle constitue la norme,
elles sont constamment présentes dans notre environnement et rarement vues comme telles. Hein? Si je suis votre prof et je vous parle, je vous donne un exercice à faire, bon, là, mon exercice est par défaut inadapté évidemment à un âge universitaire, mais si je me situe à l'école primaire et je vous donne un exercice de maths et je vous dis, je ne sais pas, dans telle famille, Gontran et Natacha, son épouse, vont faire des courses et vont acheter X tomates, je ne sais trop. Bien évidemment, il n'y a personne qui va se dire « Oh mon Dieu, c'est un couple hétérosexuel. » Ça ne va pas sauter aux yeux, on s'y attend, c'est la normalité, etc. Si, en tant que prof, je vous dis Gontran et Rémi vont faire les courses, « Oh mon Dieu, choc, agenda homosexuel, etc., etc. » Donc, il y a vraiment une question de double standard, de double visibilité, et du fait que quand c'est la norme, ça passe inaperçu. On ne le voit souvent pas. Ça ne veut pas dire que, bien, évidemment, vous n'êtes pas sans imaginer et sans savoir que les jeunes hétérosexuels, les jeunes cis, voient constamment leur réalité représentée à l'école, dans les médias, etc., constamment. Et on ne le souligne pas comme tel parce qu'on s'y attend. Donc, je reviens à mon enquête UNESCO. On aura posé, et ça, c'est un résultat particulièrement choquant, je trouve. On a demandé à nos répondants, considères-tu que tes besoins comme personne LGBTI sont ou étaient abordés par les contenus scolaires et d'apprentissage? Vous avez le détail des réponses, mais j'attire votre attention sur ce qui était initialement en rouge à droite. Donc, 95 % de nos jeunes LGBTQI non-binaires disent que non. Donc, je vous laisse macérer l'information. Plus de 9 jeunes LGBTQI non-binaires sur 10 considèrent que les contenus d'apprentissage, que ce qu'ils apprennent à l'école, ne répond pas à leurs besoins spécifiques en tant que personne LGBTI. On verra par la suite comment ça peut être le cas. Citation ici d'une élève française de 17 ans qui explique en quoi c'est rarement évoqué, ou ça a été rarement évoqué, ici la question de l'homosexualité dans sa scolarité. Elle nous dit, en classe de 5e, un élève ne connaissait pas le terme homosexuel. C'est la seule occasion dans toute ma scolarité où l'orientation sexuelle a été mentionnée. Encore une fois, on parle d'une scolarité relativement longue. Elle a 17 ans. Et donc, la seule fois, quand on parle d'absence de représentation, c'est ça qu'on veut dire, hein, c'est que la seule fois où la question est survenue en classe et où a été abordée en classe, c'est parce qu'il y avait un élève qui ne savait pas quelque chose et qu'on l'a défini. Hein, il ne s'agit même pas de représentation positive, il ne s'agit même pas de dire il y a des personnes homosexuelles et elles peuvent être très heureuses, etc. Hein, il s'agit uniquement de dire voici ce que ça veut dire, on répond à la question et on tourne la page. Bon, évidemment, ça, c'est sur la question de l'homosexualité. Je n'ai pas, pour des questions de temps, joint de citations sur la question des identités trans, qui sont... si la question de l'orientation sexuelle est rarement évoquée en classe, je vous laisse deviner la visibilité qu'on offre aux questions trans, aux questions intersexes, aux questions non-binaires, etc., qui vont, de manière très, très générale, ne pas être évoquées ou être évoquées uniquement sous l'angle de la maladie mentale. Constat 5. L'éducation à la sexualité, donc, ne constitue généralement pas une exception à la règle. Et ça, c'est particulièrement navrant parce que, bien, dans un contexte où on pourrait peut-être s'expliquer le fait que, bon, à l'école, peut-être en maths, ce n'est pas la matière pour en parler, peut-être qu'en sciences, on n'a pas le temps, peut-être qu'en français, c'est délicat, je ne sais trop, mais pour l'amour de Dieu, l'éducation à la sexualité, ça devrait être le Saint Graal. Hein? On devrait se dire, mon Dieu, c'est l'occasion ou jamais où parler d'orientation sexuelle, d'identité de genre, etc., etc. Or, bien, il semble que ça ne se concrétise pas de façon si claire. Alors, un élève trans asexuel de 20 ans nous rapporte concernant le ou les cours d'éducation à la sexualité. Il s'agissait seulement de nous apprendre à mettre un pénis dans un vagin en toute sécurité. Donc, focus sur la sexualité hétérosexuelle pénétrative de surcroît. Rien sur la multitude d'autres pratiques sexuelles existantes,
rien sur les orientations sexuelles et ou romantiques, ni sur l'identité de genre. Donc, la question que, bien, on évoque, on pallie peut-être au plus urgent. C'est sûr que 3 séances annuelles, c'est très peu. Donc, peut-être qu'on se dit, et on se dit probablement, bien, qu'est-ce qui va servir à la majorité des élèves? Bien, tout le monde va probablement, un jour ou l'autre, être impliqué dans une relation sexuelle, hétérosexuelle, pénétrative, etc. Donc, on va en parler, on va l'évoquer. Mais bien, évidemment, ça laisse en plan une panoplie d'autres personnes qui ne sont pas directement concernées par ça ou qui sont peut-être davantage concernées par d'autres pratiques, d'autres modes d'entrée en relation, etc. Constat 6. L'absence de représentation, évidemment, ici aussi, engendre des impacts négatifs à court, à moyen et à long terme pour les jeunes LGBTQI et non-binaires. Ça, on en parle, il me semble, relativement peu. On parle beaucoup et ce n'est pas nécessairement problématique. Ce l'est, mais enfin. On parle beaucoup des impacts négatifs de la question des violences. Donc, on a des jeunes qui sont exposés à des violences et quels impacts ça peut avoir. C'est important qu'on en parle, tout à fait. On parle très rarement du fait que c'est quoi les impacts que peuvent avoir sur certains élèves le fait de ne pas voir leur réalité représentée dans les contenus scolaires. Et donc, l'enquête que j'ai menée sur l'éducation à la sexualité, dans le cadre de cette enquête-là, on a demandé à nos répondants donc, de témoigner de ce à quoi il et elle avaient été exposés dans le cadre de leur scolarité par rapport à la sexualité et l'identité de genre, etc. Mais également, comment ils se sont sentis lors de ces séances et au terme de ces séances-là. Quel impact ces séances ont pu avoir sur leur cheminement, leur développement personnel. Donc, une élève cisgenre pansexuelle nous a dit « Je me suis sentie oubliée, mise de côté. Rien n'est fait pour nous, pas même l'information. » Je trouvais la formule assez évocatrice. Une élève cisgenre lesbienne, 17 ans, « J'ai eu l'impression que je n'avais pas le droit au même traitement que les autres élèves. J'ai ressenti une homophobie non dite. Ça m'a fait sentir que ma sexualité n'est pas aussi valide, aussi importante et ou autant insécurisée que celle des autres. » Laissez-moi valider. Oui, poursuivons. Alors, j'étais très mal à l'aise. Avec le recul, je pense que c'est parce que toutes les facettes de mon identité ont été passées sous silence. Je me suis sentie mise à l'écart. Je me sentais gênée car je me pensais seule à être différente par rapport aux dires des profs, parfois étrangers, étrangères ou perdus aussi. Donc, les témoignages, je vous en ai mis 4. J'aurais pu vous en mettre des dizaines et des dizaines de jeunes qui nous disent je me sens seule, je me sens perdue, je me sens oubliée par les contenus scolaires, d'une part, et d'autre part, qui nous ont témoigné, et je ne l'aborderai pas ici malheureusement, mais qui nous ont témoigné des impacts que ça avait pu avoir sur leur cheminement. À savoir, beaucoup de jeunes qui ont dit, bien moi, par exemple, je m'identifie comme bisexuelle et... Non, ça ne fonctionne pas. Je m'identifie, par exemple, comme lesbienne, mais suite au cours d'éducation à la sexualité, j'ai continué à avoir des relations avec des garçons parce que je me suis dit que c'était comme ça que je devais être, c'était ça la normalité, etc. Ou des personnes qui sont non-binaires ou des personnes qui sont trans, qui disent, bien, moi, on n'en a pas parlé, c'est peut-être pas normal, ou c'est peut-être... il y a peut-être une manière d'être trans qui ne fait pas écho à mon expérience à moi. Donc, je suis freinée dans mes réflexions, dans mon exploration de mon identité de genre, etc. Donc, des véritables impacts à court, donc dans l'immédiat, à moyen, puis à plus long terme sur leur cheminement, leur développement identitaire, etc. Troisième angle, la question de la relation avec les adultes. Peut-être ici un aspect plus positif. J'essaie d'être moins vous bombarder avec des constats qui sont déplorables. Donc, constat 7, par certaines paroles ou comportements, les adultes peuvent contribuer de façon bien réelle à améliorer les expériences scolaires des jeunes LGBTQI et non-binaires. Évidemment, précision d'emblée, il n'appartient pas uniquement aux velléités de certains adultes d'améliorer le climat scolaire. Il y a un véritable enjeu d'adaptation des politiques locales, un véritable enjeu de mise en place d'une manière de recourir à l'aide quand on est victime de violence, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'autres choses à discuter. Mais si on s'intéresse aux relations entre
élèves, étudiants et adultes, il y a la question donc de ce qu'un prof, une prof peut faire pour aider. Un élève queer de 20 ans au Québec nous disait « J'ai vécu de l'homophobie à l'école secondaire. » Donc, il nous témoigne d'une de ces instances-là. À un moment, un élève m'a dit « Hé, le PD! » Le prof s'est retourné et a dit, là, je voulais franciser parce qu'il y avait des jurons québécois, là, et a dit donc « Excusez-moi, je vais retirer mon chapeau de professeur. Merde, change ton vocabulaire parce qu'on pourrait te poursuivre. C'est contre le code de l'école ce que tu dis. » Je me suis dit « Wow, ce prof, c'est mon idole. » Et c'est intéressant parce qu'en entretien, il raconte ça au début de l'entretien, et l'entretien dure 1h30, 1h45, et cette figure de professeur avec laquelle il a eu au final peu d'interaction, à part ce moment spécifique-là, bien, a revêtu une importance vraiment spécifique dans son parcours. Autre citation que j'aime bien, une élève lesbienne qui nous dit « J'ai un prof, la première chose qu'il a dite, c'est « Je ne veux aucun propos homophobe, aucun propos raciste et aucun propos contre David Bowie. » Ça a été les 3 règlements de sa classe. Et puis là, elle spécifie, surtout venant d'un hétéro, je crois que les gens ont compris qu'ils pouvaient combattre l'homophobie sans se faire traiter de gay. Donc ici, ce qui est souligné, évidemment, en filigrane, c'est la question des alliés. Hein, ici, des alliés hétéros, mais dans d'autres contextes, des alliés cisgenres, etc., et qui peuvent profiter de leurs privilèges pour mettre de l'avant un certain discours de « non, nous ne tolérerons pas dans cet espace-ci d'insultes ou je ne sais trop, qui cible, dans ce contexte-ci spécifique, la question de l'orientation sexuelle et de l'homosexualité. » Ici, une autre élève, cette fois sur la question du langage inclusif, qui nous dit « À l'université, j'ai remarqué que quelques profs peuvent faire passer le fait que, encore une fois, ici l'exemple, c'est l'homosexualité, donc que l'homosexualité existe, mais vraiment subtilement, dans des exemples. Ils disent, par exemple, qu'une personne peut être en couple avec un homme ou avec une femme. Donc, dans un exemple évoqué en classe, je ne connais pas le contexte spécifique, mais le professeur a laissé planer la possibilité que la personne dont il parlait pourrait être hétérosexuelle ou pouvait être gay ou lesbienne, ou probablement bisexuelle également. Donc, la question du langage inclusif, de la manière d'adapter son langage, et des fois dans des micro-adaptations, pour que nos élèves qui évoluent dans nos classes, dans nos établissements scolaires, qui évoluent dans des environnements qu'on l'a vu, qui sont relativement hostiles, où il y a peu de représentation, etc., la question du langage inclusif peut être une manière complètement insuffisante, je suis d'accord, mais une manière comme une autre de rendre visible la potentialité de quelque chose. Et il y a ce type d'adaptation de langage ici a souvent un impact, encore une fois, pratiquement démesuré sur les jeunes qui rapportent l'avoir entendu. En terminant, est-ce qu'on peut dire que la France est une figure d'exception par rapport aux questions d'expérience scolaire des jeunes LGBTQI et non-binaires? La réponse est oui et c'est non. C'est toujours insatisfaisant des questions comme ça avec des réponses un peu pas tranchées. Je pense qu'on a dressé, même rapidement, le portrait d'un système scolaire, ici français, qui est hostile à bien des égards aux élèves qui sont marginaux sur les plans d'orientation sexuelle, sur les plans de l'identité de genre, etc., etc. Donc, je pense que ça, on ne peut pas contester cette chose-là. Mais la France ne constitue pas, je l'ai spécifié d'entrée de jeu, je le respécifie parce que c'est à la fois, c'est peut-être soulageant pour l'éducation nationale, mais c'est dommage au sens large et même dramatique au sens large que le portrait que je viens de vous dresser, qui est un portrait très noir de la situation, bien, c'est dommage que ce ne soit pas un portrait qui fasse figure d'exception. Parce que si on se regarde la situation dans d'autres pays, en Belgique, en Allemagne, au Canada, et je vous laisse deviner la situation dans des pays comme la Russie, comme la Chine, etc., bien évidemment, c'est soit très similaire, soit pire. Donc, il y a un véritable problème global autour des expériences scolaires des jeunes LGBTQI, ce qui explique par ailleurs pourquoi l'UNESCO commence à s'intéresser au vécu spécifique tel que rapporté par ces jeunes-là. Donc, pas une figure d'exception pour la France. Par contre, ce qui semble être spécifique en France,
c'est une frilosité certaine à aborder de front des questions relatives au genre et à la sexualité, telles que ces questions-là peuvent se poser dans l'environnement scolaire. On garde en tête les questions d'ABCD de l'égalité, l'introduction de la notion de genre dans les manuels de SVT, tout ça qui a eu lieu, des tentatives qui ont eu lieu en 2011, 2013, etc., et qui ont pratiquement fait engendrer des levées de boucliers, voire des reculs de la part du gouvernement. Et j'en veux pour preuve également les nombreuses manifestations homophobes lors de l'adoption du mariage pour les conjoints de même sexe. Et ce qu'on voit tranquillement continuer à poindre le bout de son nez avec la PMA de nos jours, le relâchement des discours homophobes, transphobes dans l'espace public, etc. Donc, je pense qu'il y a une véritable frilosité qui, elle, se joue spécifiquement en France autour de ces questions-là et qui, évidemment, peut compliquer considérablement l'adoption de mesures d'intervention pour améliorer le climat scolaire de ces jeunes dans nos établissements. Désolée de vous laisser sur un constat aussi négatif, mais j'espère qu'on aura la chance d'échanger avec vos questions ou commentaires. Merci beaucoup. Bonjour, merci déjà pour votre intervention et cette information. Du coup, là, on va en terminer un peu dans le niveau scolaire. Est-ce que vous pensez que du coup, il y a des évolutions qui vont voir le jour? Parce que de ce que je comprends, c'est plus le fait qu'on n'en parle pas, c'est ça qui est aussi qui crée des problèmes en fait. Et est-ce que vous pensez, ou est-ce qu'il y a des pistes de réflexion pour qu'il y ait des évolutions au niveau du système scolaire ou des organes qui peuvent toucher la jeunesse aujourd'hui en France? Merci pour la question. En fait, une grande partie de la réponse à cette question-là repose sur la formation des principaux concernés, formation des élèves de la population étudiante de manière générale à ces questions-là, qui, comme on l'a vu, sont complètement oblitérés des contenus formels et informels. Donc, évidemment, comment peut-on espérer améliorer un climat scolaire d'hostilité s'il n'y a pas minimalement de l'information qui circule sur c'est quoi, puis pourquoi on en a peur, puis pourquoi on trouve que c'est atypique ou anormal ou je ne sais trop, etc. Donc, il y a un véritable travail de démystification et de sensibilisation autour de ces questions-là qui cible et qui doit cibler la population étudiante et que beaucoup d'associations se mettent à faire adéquatement, mais avec un manque de moyens puis un manque de... souvent une action ponctuelle et qui n'est pas... qui ne fait pas l'objet de suivi au sein de l'établissement. Donc, il y a ça qui est problématique et qui devrait, en fait, qu'il faudrait qu'il s'améliore. Et il y a la question, évidemment, de la formation des profs et du personnel scolaire de manière générale, qui, on en a très peu parlé, mais j'ai travaillé là-dessus dans le contexte de ma thèse de doctorat. Dans bien des contextes, les professeurs sont armés des meilleures intentions du monde, mais vont souvent véhiculer aussi des préjugés, des informations erronées sur ces questions LGBTQI. Donc, évidemment, il y a une question de formation, un enjeu de formation initiale et ou complémentaire, qui est un enjeu majeur qui est à mobiliser. Donc, actuellement, ce n'est pas, sauf exception, mobilisé. On va parler dans certains contextes, dans la formation des enseignants, formation initiale des maîtres. Dans certains contextes, on va parler d'égalité homme-femme. C'est un peu dans ces termes que c'est formulé ici, mais ça reste très, très binaire et ça reste souvent, en fonction des académies, optionnel aussi. Donc, ça pose évidemment le problème de les gens qui vont chercher à se former à ces questions-là. C'est souvent des gens qui sont déjà plus sensibilisés que les autres. Donc, on prêche aux catholiques, là. Bonjour, j'avais une question simple. Est-ce que dans vos études, vous avez remarqué des différences entre les établissements publics, privés, les établissements qui sont en REP, qui sont dans des quartiers aisés? Est-ce qu'il y a des différences notables d'un point de vue statistique sur ces questions? La réponse concernant mes études, c'est que mes études ne me permettent pas de le savoir à ce stade-ci. Et de manière générale, on n'a pas vraiment les données qui nous permettent d'établir ces constats et de voir à quel point ça peut se jouer différemment. On sait qu'il y a des facteurs qui ont un impact, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui, lorsqu'ils sont présents, vont avoir un impact sur le taux d'homophobie. Une personne est, par exemple, sur le plan individuel, une personne est plus susceptible, statistiquement parlant, d'être homophobe si elle a une pratique religieuse intense. Ce qui ne va pas dire que parce qu'on a une pratique religieuse intense, on est nécessairement homophobe. Évidemment, il faut manier ces chiffres-là avec des pincettes, mais il y a la question donc la pratique religieuse intense, il y a la question de
connaître une personne LGBTQI. Donc, si je connais quelqu'un dans mon entourage personnel, je suis moins susceptible d'avoir des attitudes hostiles, etc. Mais en termes de type d'environnement scolaire, à ma connaissance, ce n'est pas encore bien documenté. Et l'enquête qui va être réalisée là sur l'Île-de-France, on a demandé justement, moi ça m'intéressait de récupérer des chiffres, au moins sur les Yvelines ou par campus. Et en fait, on n'aura pas ça. L'enquête, elle ne permettra pas de récupérer les données. Donc en fait, on aura une vision sur l'IDF, mais pas sur les différentes universités, ce qui est un peu problématique parce que ça va tout lisser. En fait. Le fait, en fait, du coup, de séparer, vous voyez ici dans le terme, vous avez LGBTQI et non-binaire, de l'hétérosexualité. Est-ce que c'est pas déjà, du coup, accentuer une certaine séparation qu'il peut y avoir ? Enfin, je sais pas, est-ce que du coup, parce que là, on regroupe différentes sexualités ou non, et d'un autre côté, une seule. Enfin, est-ce que du coup, il n'y a pas une certaine contraste, quelque chose à réfléchir là-dessus? Vous voulez dire au niveau de la construction de l'objet de recherche ou à quel niveau? Au niveau de l'emploi du terme, en fait, parce que, est-ce que c'est volontaire de séparer ça? Est-ce que c'est pas plus intéressant d'unifier en fait toutes les sexualités possibles? C'est-à-dire, de manière, globalement, oui, dans l'idéal, on ne ferait pas cette distinction-là, mais pour que moi, je sois en mesure d'aller documenter un phénomène, par défaut, il me faut le fragmenter pour aller documenter et aller sonder le vécu de certains de ces jeunes-là qui, effectivement, comme le vécu scolaire des filles diffère de celui des garçons, comme le vécu scolaire sur le plan de l'ethnicité, sur le plan de l'âge, etc., et d'autres expériences et faits sociaux, etc., vont différer sur le plan des catégories sociodémographiques. Effectivement, dans ce contexte-ci, je pense que c'est pertinent de le faire de manière absolue. Et évidemment, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de faire cette scission entre LGBTQ, hétéro d'un côté, trans d'un côté, cis de l'autre, etc. C'est exactement comme dans les études de genre où tu opposes les hommes et les femmes, pas dans un rapport d'opposition, mais parce que pour faire apparaître les différences de traitement, tu es bien obligé d'opposer deux entités qui sont pas traitées de la même manière. Et c'est exactement la même chose sur les LGBTQI et non-binaires et les hétérosexuels. Il y a toujours la norme et ce qui n'est pas la norme. Donc dans les rapports sociaux de genre, la norme, elle est masculine et après tu te positionnes en tant que femme par rapport à cette norme-là. C'est exactement... Voilà. Il y a une dichotomie, mais la dichotomie dans la recherche, elle est le résultat de faits, de traitements différenciés dans les faits. Donc c'est la science, la recherche, elle s'adapte à un traitement différencié. C'est pas la recherche qui crée le traitement différencié. Voilà, et c'est la même chose sur... je pense... merci à tous d'avoir participé.